Bon, ça bouge pas mal du côté des entraîneurs en ce moment. Le mercato n'est pas seulement celui des joueurs. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de passer un peu chaque championnat en revue. On va pas parler de tous les mouvements, mais d'une dizaine à peu près. Parler un peu du style de jeu, de la tactique de l'entraîneur en question. J'ai essayé de sélectionner ceux que je connaissais un minimum. Et on commence tout de suite par Sergio Conceição. Il y a des rumeurs autour d'une arrivée à l'OM. Est-ce que ça va se faire ou non? Ça, on verra. Mais en tout cas, il intéresse des clubs. Vous avez ici son profil d'entraîneur que je vous ai réalisé. L'idée, c'est que vous puissiez avoir un point de vue global sur son style de jeu à partir des données statistiques. Je dis bien d'ailleurs du style de jeu, pas des performances qui dépendent quand même grandement des joueurs à disposition. Donc ici, par exemple, premier en possession, en fait, ça veut dire que dans son championnat cette saison, son équipe est celle avec le plus de possession de balles en moyenne. N'oubliez pas qu'il y a des championnats où il y a 18 équipes. La D1 portugaise en fait partie. Et pour info, j'ai vu sur Twitter que ça pouvait surprendre certains, mais en fait, vitesse de possession, ce sont les mètres par seconde parcourus vers le but adverse en possession. Et la plupart des équipes qui gardent le ballon sont basses dans cet aspect-là, même si elles ont des phases de jeu direct parfois. Par exemple, City, c'est la dernière équipe de PL. Intensité défensive globale, c'est le nombre d'interventions par minute de possession adverse. Contre-pressing, le pourcentage de fois où les joueurs vont tenter une récupération dans les 6 secondes d'une perte de balle dans le camp adverse. Pour le reste, je pense que vous comprenez les termes. Bon, sinon, Conceição, quelles sont les grandes caractéristiques de son jeu? Eh bien, jeu assez énergique, intense. On va mettre un gros pressing initié par les deux attaquants et soutenu par les milieux de terrain. Même en Ligue des Champions, d'ailleurs, cette saison, c'était dans les 10 équipes qui récupéraient le plus haut en moyenne. Donc ouais, on veut forcer les erreurs adverses et pouvoir reprendre la possession du ballon. On va chercher aussi à apporter du surnombre sur les ailes avec les latéraux qui montent, qui occupent les flancs et qui vont libérer des espaces dans l'axe que vont pouvoir attaquer les milieux et les ailiers. Très grosse possession, ça n'empêche pas non plus des phases de jeu direct de temps en temps, des attaques rapides quand l'occasion s'y présente en fait, quand le bloc adverse est désorganisé. L'idée, dans tous les cas, c'est vraiment de se servir des espaces en possession et d'en créer. Défensivement, si l'adversaire bat la pression, hop, on se replie, bloc médian, avec les milieux qui couvrent beaucoup de terrain, qui soutiennent la défense et qui vont couvrir les contre-attaques. Il faut une bonne discipline et une bonne coordination globale dans le style de Conceição. Au niveau de mon avis personnel, je serais content de le voir arriver en Ligue 1 à l'OM, mais va falloir se stabiliser à un moment ou à un autre. Donc lui laisser du temps pour construire un projet, parce que c'est n'importe quoi de ce côté-là. Et voilà, faudra pas s'étonner si les résultats suivent pas, si à chaque fois on renouvelle un entraîneur, on en reprend un autre, on en reprend un autre. On le voit d'ailleurs, le nombre de grandes équipes qui ont mis beaucoup de temps à se développer, même par exemple avec Guardiola aux commandes. Certes, voilà, il va gagner des premières ligues avec City, mais en Ligue des Champions, ça a mis du temps. Il y a eu des défaites contre Monaco et contre Lyon, mine de rien. Tu peux être un président et dire non mais c'est inadmissible dehors quoi. Et ouais, on lui a fait confiance sur le long terme. Après c'est Guardiola bien sûr, mais c'est pour l'exemple. Il y en a d'autres. Moi, j'aurais bien aimé personnellement que le club continue avec Tudor. Après, j'ignore ce qui s'est passé en interne. Apparemment, c'était compliqué. Mais voilà, pour moi, son style incarnait le club. Vous le voyez ici, ça incarnait vraiment ce droit au but. Un projet de jeu très marqué, pressing étouffant, qui a paralysé le PSG en Coupe de France, qui n'a pas non plus baissé les yeux en Ligue des Champions malgré les résultats. Et puis ok, la fin de saison a été plus compliquée, mais mettre ça sur le dos du marquage individuel et dire que ça marche plus, alors que tu as Gasperini, adepte total de ce style défensif, qui cette saison gagne la Ligue Europa contre Leverkusen, invaincu, et qui met un 3-0 à Liverpool à Anfield, bon bah voilà, c'est sûr que c'est éreintant, mais tu recrutes en conséquence. Tu élargis ta profondeur de banc au fil des années, en conservant Tudor, et tu montes un projet. C'est ce qu'ils font à l'Atalanta. C'est un projet. Gasperini, il est là depuis 2016. Donc voilà pour Conceição à l'OM. Si ça se fait, j'en serais content. Si ça prend pas tout de suite, on se calme, on attend de voir comment ça évolue, on construit. En France, on a aussi Franck Hayes qui attire les convoitises. Alors Hayes, on commence à bien le connaître. Il a permis à Lens de surperformer plusieurs saisons. Adepte des défenses à 3, où d'ailleurs les centraux ont un rôle important, notamment ceux qui évoluent proche des couloirs. En fait, ils vont devoir porter le ballon vers l'avant, que ce soit au pied ou par la passe. On va justement utiliser la largeur, espacer les centraux pour étirer la pression adverse, et après se servir des pistons pour pouvoir lancer les attaques, pour créer du surnombre sur l'aile. Les milieux se déplacent entre les lignes adverses, attaquent les demi-espaces.
comme peut le faire Florian Sotoka par exemple. Sans ballon, l'idée c'est quand même de récupérer le ballon assez haut sur le terrain, de mettre l'adversaire sous pression. Ça reste une équipe qui sait s'adapter et opter pour une approche moins protagoniste et plus compacte, on va dire, selon l'adversaire. On a pu le voir face à Arsenal par exemple. Une fois le ballon récupéré, on va chercher souvent à se projeter quand même, à attaquer l'espace. Apparemment, Nice est dessus. Ça m'intrigue parce que c'est pas vraiment un coach qui joue avec des ailiers. Et là, t'as Boga qui était en super forme sur la fin de la saison et que je me souviens justement qu'à l'Atalanta, c'était pas évident de lui trouver une place dans le système à 3. Donc voilà, à voir. Après, sur l'idée pure en elle-même d'aller chercher Hayes, de l'avoir en coach, pour moi, c'est plus ou moins forcément une bonne chose. J'ai pas de réticence par rapport à ça. C'est un des meilleurs entraîneurs français. Il a un style moderne. Il est proche, il a l'air en tout cas proche des joueurs, du public. Ça marquerait une différence quand même assez marquée avec Farioli. Je vous affiche son style cette saison, donc vous pouvez le voir en comparaison. Voilà, les deux aiment ressortir proprement, mais sinon Hayes est quand même, il met quand même plus de dynamisme dans ses attaques. Farioli, c'est un coach qui va prendre son temps. Et il y a aussi un petit peu plus d'intensité défensive du côté de Hayes. On parle également d'un départ imminent de Paolo Fonseca, coach du LOSC, vers potentiellement l'AC Milan apparemment. De son côté, on est plus sur des bases à 4 qui se transforment régulièrement en 3-2-5 en possession, avec un latéral qui soutient l'attaque et un autre qui reste derrière. L'approche offensive est très patiente, on construit lentement depuis la défense, on crée des triangles de passe, on essaye d'apporter aussi de la largeur pour faire bouger pour les étirer, les blocs adverses. Jonathan David, l'avant-centre, bénéficie d'une grande liberté de mouvement. Il va participer aux phases de construction. Donc ça pourrait être intéressant si Zirkzee rejoint Milan. Défensivement, on presse l'adversaire, on force le jeu long. Avec des centraux à l'aise dans les duels aériens comme Lenny Yoro, ça permet de récupérer le ballon et de relancer derrière des cycles de possession. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'en pense ? En soi, la plupart des analystes apprécient le jeu de Fonseca. Sur ça, il n'y a pas de souci. Après, la problématique est différente dans le sens où tu passes un gros step. Tu reviens dans un Milan qui joue la Ligue des Champions, qui vise le podium, voire le titre, la bataille pour le titre toutes les saisons maintenant en Italie. Donc voilà, tu as des attentes qui sont quand même très grandes. Tout va se jouer là-dessus, sur sa capacité à tenir une équipe de premier rang, un effectif de joueurs plus renommés quand même, supporter la pression qui va avec et du coup trouver une constance dans les résultats. C'est un truc qui lui est pas mal reproché à Lille, c'est-à-dire qu'il y a ce truc de OK, on joue bien, mais on fait pas de podium. Cette saison, tu as des défaites contre Toulouse, contre Reims, Lorient, Strasbourg. Voilà, il y a un peu, voilà, on en attend encore plus presque parce que les bases qu'on voit sont souvent alléchantes. Impatient de voir ce que ça peut donner en tout cas s'il va en Italie à Milan. Et on va justement y aller du côté de l'Italie, nous, avec Motta, Thiago Motta, qui rejoint la Juventus. Apparemment, c'est fait. Il a réussi à amener Bologne en Ligue des Champions en atteignant la 5e place. Motta, tactiquement, c'est un coach qui va privilégier un jeu nettement basé sur la possession, axé sur la construction depuis l'arrière, avec la participation du gardien. L'idée, toujours dans cette logique de possession et de contrôle du ballon, c'est de densifier le milieu de terrain, notamment avec Zirkzee qui du coup va beaucoup redescendre. Ça va créer de l'espace à attaquer en libérant des zones. Il y a vraiment cette volonté-là, la volonté de désorganiser la défense adverse, le bloc adverse, et avec des courses diagonales, des déplacements constants. On délaisse un peu le jeu positionnel classique et on accorde de la liberté aux joueurs pour se déplacer, ce qui va du coup forcément créer des lignes de passe et des espaces à attaquer. Voilà. Sur le plan défensif, pressing haut, parfois homme pour homme, le contre-pressing dès la perte de balle, et en cas d'échec, le bloc se replie, l'axe est fermé et le jeu est plutôt dirigé vers les côtés. Ça va faire une sacrée différence avec Allegri, comme vous pouvez le voir, style de jeu que personnellement j'affectionne assez peu, où tu te dis souvent que il pourrait tirer plus des joueurs à disposition. D'ailleurs, ça faisait un moment, je pense, que dans nos têtes, on ne liait plus la Juventus au beau jeu. Et ça fait plaisir de voir qu'il s'oriente vers un coach moderne comme Motta. Attention par contre, parce que comme pour Fonseca, là tu passes un gros step quand même, tu seras très attendu, il va falloir être à la hauteur. J'aurais tendance à être confiant, personnellement, parce que c'est vrai qu'il inspire une certaine sérénité, c'est Motta. On verra bien, mais moi je suis assez high. En Italie, ça parle aussi de Conte à Naples. Donc là, vous avez les stats de la saison du titre avec l'Inter. Bon, Antonio Conte, le rigoureux.
l'un des coachs, je pense, sur lequel on constate le plus vite sa patte. En général, après même 5 matchs, on voit déjà bien ses principes. On sait que lui, tactiquement, c'est très net, très marqué. On part sur une défense à 3 pour bénéficier d'une bonne assise défensive, mais aussi et surtout de la largeur, des pistons qui comptent beaucoup dans son système. Ils vont fournir la largeur, comme je le disais, répéter les courses dans les couloirs, régulièrement être impliqués dans la création des occasions, avec leur centre dans la surface. En général, il faut qu'ils soient assez polyvalents. Conte, c'est une défense solide, compacte, difficile à transpercer, avec la possibilité du coup d'être à 5 derrière, volonté de se projeter rapidement une fois que le ballon est récupéré. On sait également que c'est un coach adepte des belles sorties de balles. C'est vraiment quelque chose qu'il maîtrise bien, qui est caractéristique de son style. Bon, pour relancer Naples, 10e de Serie A cette saison, l'Italie, c'est un championnat qu'il connaît bien. Il a remporté 4 fois, 3 avec la Juve, 1 avec l'Inter. Un vrai coach de championnat pour le coup. Les doutes autour de lui sont plus souvent concentrés sur ses performances européennes, mais sur la saison prochaine, ça ne sera pas un sujet de toute manière, donc pourquoi pas. Allons à présent du côté de l'Espagne. Xavi out. J'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps. En soi, l'équipe a sous-performé. Les joueurs ont beaucoup manqué d'occasions, donc voilà. Pour moi, c'est un peu responsabilité partagée pour les résultats. Après, il y a pas mal de et si. Et si Araujo ne prend pas rouge contre Paris? Est-ce que Barcelone passe? Comment se termine leur aventure en LDC? Bon, voilà, globalement, peu importe, c'est sans doute mieux que Xavi parte. Il a été trop souvent dans l'émotionnel. Pour moi, c'était son gros point faible. Pas assez de calme. On l'a vu sur le match retour, justement, face à Paris. Il aurait sûrement été plus judicieux pour lui de commencer un cran en dessous, que ce soit au niveau de l'échelle de l'équipe, mais même de la pression, de plein de choses. Parce que voilà, quand on entraîne le Barça, c'est quand même un autre jeu. Pourquoi pas tenter à Bologne, justement, pour se relancer, pour essayer de faire quelque chose sympa avec cette équipe en Ligue des Champions. On verra bien. Quoi qu'il en soit, Barcelone cherche un nouvel entraîneur et semble s'être dirigé vers Hansi Flick. Hansi Flick, c'est quoi? C'est le chaos organisé, la violence, jeu court et projection rapide en possession. Grosse utilisation des couloirs aussi, avec des latéraux et des ailiers qui apportent la largeur, la profondeur, avec une liberté de mouvement entre les joueurs offensifs et Lewandowski qui venait et qui reviendra conclure les actions, qui marquait énormément. Au niveau du jeu sans ballon, pour ceux qui s'en rappellent, pressing extrêmement intense, bloc très haut qui joue le piège du hors-jeu sans arrêt, qui cherche à pousser l'adversaire à l'erreur. Clairement, c'était du jeu à risque, qui nécessite une forte concentration des centraux. L'équipe incarnait un petit peu cette idée-là, qu'on se fait en disant pour gagner, faut mettre un but plus que l'adversaire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit chaos organisé, parce que l'air de rien, il faut une grande discipline et des aptitudes physiques pour bonifier ce style de jeu. Lewandowski, il le retrouve au Barça. Thomas Müller, c'était vraiment une des rampes de lancement du pressing. Il le fait très bien, ça, et il se déplaçait autour de Lewandowski. Il va falloir trouver un joueur qui peut faire ça. Il créait des espaces, il délivrait des caviars. Gnabry et Coman, il venait déstabiliser, déborder. Kimmich, pivot, distribution. Goretzka, présence physique, course, box-to-box. Pourquoi pas Gavi. Davis et Pavard, largeur, centre, et puis courir derrière eux. Alaba et Boateng qui, eux, assuraient la ligne haute, le piège du hors-jeu, qui distribuait, puis Neuer en gardien libéraux, comme on le connaît. Avant de donner mon avis sur Flick, je dirais que je suis surpris de cette décision. La culture club, c'est pour moi la base, la racine, la chose la plus importante. Et Flick, c'est pas vraiment un entraîneur du style barcelonais, en fait. L'une des choses qui différenciait d'ailleurs le Barça du Real, c'est que le Barça faisait passer le style avant tout dans sa recherche d'entraîneur, tandis que le Real recherchait les résultats avant tout. Bon, du coup, le temps et les résultats ont eu raison de Barcelone, qui va se tourner vers un coach très marqué Bundesliga dans son approche. Sur mon avis personnel sur Hansi Flick, moi, je suis un fan. Quand il fait le sextuplé en 2019-2020, c'est l'équipe qui me choque le plus dans ma vie de spectateur de football. Il y a des équipes que j'ai trouvées très belles à voir, mais le mot qui me venait à l'esprit avec son Bayern, c'était choquant. Rouleau compresseur. Démolition. En fait, je considérais les matchs remportés avant même qu'ils soient joués. Je m'attendais pas à une victoire de l'adversaire. Pour moi, peu importe qui il y avait en face, le Bayern allait gagner. J'ai récemment vu la vidéo de Stanley Willou, vous devez sans doute connaître, sur les meilleures équipes du 21e siècle. Et j'ai remarqué du coup que Willou partageait complètement cet avis. Lui aussi, c'est l'équipe qui l'a le plus choqué.
Et voilà, c'est notable parce que c'est vrai que ils sont rarement cités. On parle du Barça, City, Real, etc. Mais ouais, c'était vraiment un délire. La saison 2019-2020, il compte 19 matchs avec au moins 4 buts marqués. 19 matchs, hein, toutes compétitions confondues. Donc 4 en Ligue des Champions. Alors qu'en plus, en Bundesliga, t'as moins de journées que dans les autres championnats. Et que lors du Final 8, il y avait des matchs retour enlevés en raison du Covid. Pour vous donner une idée, City, cette saison, c'est 11 matchs avec au moins 4 buts marqués. Et la saison dernière, celle où ils ont impressionné l'Europe, 16 matchs en jouant plus que le Bayern du coup. Et pour une dernière anecdote, en 2019-2020, il remporte donc la Ligue des Champions et il marque 19 buts en phase finale, donc 8e quart, demi-finale. Au 21e siècle, seul le Real fait mieux en 2016-2017 et 2013-2014, avec 20 et 21 buts en phase finale. Sauf qu'il joue 2 matchs en plus, puisque les quarts et les demi-retours avaient été supprimés pendant le Covid. Le Bayern n'encaisse que 3 buts sur cette phase, c'est donc plus 16 en différence de buts. Personne ne fait mieux dans la compétition au 21e siècle. Au final, la saison d'après, ils mettent un 4-0 à l'Atlético en poule, 9-3 sur les 2 matchs contre Salzbourg, invaincu en poule, 6-2 face à la Lazio en 8e, cumulé, et la défaite en quart contre le PSG, mais pour ceux qui s'en souviennent, il leur avait mis un sacré bouillon. Et comme vous le voyez sur les 2 rencontres, ils ont 5,2 XG en cumulé et Paris 2,9. L'équipe de la capitale avait su être plus réaliste et plus tranchante en contre. Voilà, Flick est remplacé par Nagelsmann en fin de saison. Mais voilà, pour moi, dans le contenu, il y avait toujours ce côté ultra violent. Une fois qu'il a repris l'équipe d'Allemagne, ils ont mis des 6-0 à tout le monde en qualification à l'Euro. Et après, ça a été beaucoup plus mitigé avec notamment l'élimination en poule de Coupe du Monde. Sauf qu'il faut noter quand même que dans toutes les rencontres, ils avaient eu plus d'occasions que l'adversaire. En fait, ils avaient surtout manqué de réalisme. Bon, c'était un peu long, mais voilà ce que j'en pense au global. C'est un entraîneur qui m'a beaucoup marqué. Je suis un petit peu surpris de la destination. Ça sonne étrange, ça sonne pas si logique dans la culture du club. Moi, je l'aurais bien vu en Première Ligue, à Liverpool par exemple. Mais à la fois impatient de voir son Barça, de voir s'il va reprendre ce style de jeu, ce paroxysme du divertissement et de la brutalité offensive. Mais il va falloir que les joueurs suivent, notamment sur la rigueur défensive, pour tenir la ligne, le piège du hors-jeu, couvrir les espaces, etc. Accrochez-vous. Bon, je viens de dire que je l'aurais bien vu en PL, Flick, ancien coach du Bayern, mais justement, le Bayern en cherche un nouveau après Thomas Tuchel. Bon, ici, Thomas, c'est vrai, fait une saison blanche. On connaît le Bayern, hein, t'as pas une grande espérance de vie si tu fais pas de résultats, mais pour lui également, il y a des « et si ». Et si Neuer fait pas la bourde contre le Real, il y a un monde où tu te retrouves en finale face à Dortmund, club sur lequel quand même au global tu as un ascendant psychologique. On verra bien où le coach allemand continuera sa carrière, mais il aurait pu cette saison du coup atteindre 3 finales de LDC avec 3 clubs différents en 5 saisons. Donc voilà, moi j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'il puisse retrouver un banc. Le club allemand de leur côté semble se diriger vers Vincent Kompany pour assurer la suite. Bon, son Burnley a terminé 19e de Première Ligue cette saison. C'est pas évident à jauger. Du coup, je vous ai mis son rapport de style de jeu de la saison d'avant en Championship des 2 anglaises, où du coup, il avait une équipe plutôt supérieure au championnat. Donc, à peu près ce qui devrait arriver avec le Bayern. Et du coup, il pouvait développer son projet de jeu de la meilleure manière, de la façon la plus optimale, on va dire. Si on regarde du coup cette saison-là, c'était une base à 4 avec une sorte de 3-2-2-3 en possession. Le latéral qui s'insère au milieu. Énorme possession, on construit depuis l'arrière en impliquant le gardien, les défenseurs centraux pour lancer les phases offensives. On va essayer de trouver les ailiers de façon à les mettre en situation de 1 contre 1 pour créer du danger. Bonne organisation sans ballon, avec un pressing intense, des récupérations hautes qui amènent souvent des occasions. Au global, malgré la forte possession, ça n'hésitait pas non plus à jouer vite, à exploiter le mouvement des joueurs entre les lignes de l'adversaire pour trouver des passes incisives, pour attaquer rapidement. Personnellement, j'ai pas énormément suivi ces équipes, plutôt d'un œil extérieur, mais ce recrutement attire forcément ma curiosité. Après, je peux entendre que si tu supportes le Bayern, tu t'attends à des entraîneurs de premier ordre avec des références européennes. Un autre coach de PL qui attire les convoitises, c'est Roberto De Zerbi, que tout le monde connaît à présent. Il a repris Brighton derrière Graham Potter, qui est un bon coach aussi que j'aime bien. Et c'est rapidement devenu une équipe hype qui a terminé à la 6e place de PL la saison dernière. On commence à connaître la méthode, grosse possession de balles dans les plus élevés du championnat, avec aussi cette stratégie qu'ils affectionnent, qui les caractérise bien, c'est attirer la pression adverse. Leur but, c'est vraiment de provoquer le pressing de l'adversaire
pour en sortir avec des circuits de passe bien huilés et donc exploiter les espaces laissés. On va encourager une certaine créativité des joueurs, des mouvements qui justement permettent de trouver les joueurs entre les lignes pour casser cette pression adverse. On joue essentiellement au sol, on va limiter les duels aériens. Et défensivement, c'est l'école du contre-pressing, la récupération rapide à la perte. Comme je le disais au début, on commence à connaître la méthode. Et en réalité, c'est un peu ça le problème. Ça a très bien marché au départ à son arrivée, mais au fur et à mesure, les équipes ont appris à s'adapter à son style de jeu. Et c'est ce qui, selon moi, rend la suite de sa carrière intéressante. Comment va-t-il se renouveler? Je voulais aussi parler de Mauricio Pochettino. Fin de l'aventure avec Chelsea, coach qui aime bien ressortir les ballons également, le fait rapidement avec des combinaisons, des joueurs qui créent le surnombre dans des zones pour pouvoir jouer vite, trouver des solutions fluides. Il utilise pas mal les ailes du terrain de manière à créer des situations de 1 contre 1 et puis finir sur un centre. En général, il défend en 4-4-2 avec un gros pressing. On essaie aussi de forcer le jeu latéral adverse en bloquant les lignes de passe dans l'axe vers les milieux. C'est une stratégie assez récurrente dans les stratégies défensives d'essayer de piéger l'adversaire dans le couloir. Au global, je suis déçu de cette fin d'aventure. Je vois pas comment il pouvait faire beaucoup mieux que la 6e place avec cet effectif créé sans réelle cohérence en empilant les jeunes talents. Va sortir une grosse saison en PL avec la concurrence que t'as et avec des joueurs qui se connaissent à peine en ayant la moyenne d'âge la plus basse du championnat. C'est mission impossible. L'équipe, en plus, termine bien la saison. 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Ils ont régulièrement proposé du jeu dans les grosses rencontres. Enfin voilà, pour moi, ça allait dans le bon sens. Et là, on casse tout. Sachant qu'en plus, t'es la 4e équipe à s'être créé le plus d'occasions claires. Et la 3e qui en a manqué le plus, ce qui a coûté pas mal de matchs. Il y avait du contenu. Franchement, ils auraient pu terminer plus haut même. Ça me déçoit, ouais. Ça me déçoit un peu. J'espère qu'il va retrouver un banc. Moi, personnellement, j'oublie pas qu'avec un effectif très déséquilibré au PSG, il bat le Bayern, on en parlait tout à l'heure, en quart de LDC. Puis la saison d'après, très belle double confrontation face au Real, avant que Benzema ne presse Donnarumma et que le Real enchaîne les remontadas dans la compétition. Donc ouais, moi je lui souhaite de trouver un bon projet de jeu parce que il a eu ce PSG-là avec l'effectif qu'on connaissait, déséquilibré. Il a eu ce Chelsea, pas évident. Il n'est pas dans les meilleures conditions et c'est pas si mal ce qu'on voit. Voilà. Je vais conclure tout ça, alors j'ai du mal à le dire, avec Arne Slot, j'imagine, quelque chose comme ça, le nouveau coach de Liverpool, après le départ de Klopp. Pas grand chose à dire en soi, si ce n'est que sur le papier, sa philosophie de jeu colle très bien à l'équipe et que personnellement j'ai confiance envers ce club. C'est l'un des meilleurs clubs du monde dans le recrutement, que ce soit des entraîneurs, du staff ou des joueurs. Ils ont vraiment beaucoup d'experts dans le domaine. Slot termine 2e du championnat néerlandais avec seulement 2 défaites. Derrière le PSV du millénaire. Voilà, j'ai hâte de le voir avec plus de matériel. Faudra sans doute être patient parce que c'est comme ça qu'on construit de grands projets. Mais voilà, sur le papier, la philosophie de jeu est là. Le défi maintenant, ça sera plutôt d'assumer l'ampleur de la tâche, la grandeur du club et du vestiaire. Avant de finir cette vidéo, j'ai un dernier message à vous adresser. L'Ukraine, le Soudan, la Birmanie, la Palestine, l'Éthiopie, la région du Sahel, Haïti, l'Arménie, l'Afghanistan, le Congo, la Syrie, la Somalie, le Yémen, Nigeria, Libye, et j'en oublie sans doute d'autres, donc n'hésitez pas à en parler aussi évidemment, de toutes ces zones de guerre, ces endroits où on peut assister à des crimes contre l'humanité, parce que c'est ce que c'est. Et pourquoi? Pour des territoires, des idéologies, des matières premières, des croyances, tout un tas de choses pour lesquelles on ne devrait jamais ôter la vie. Je sais que je suis personne, que mon message est sans doute maladroit, parce que c'est pas un sujet sur lequel je suis le plus renseigné. Mais voilà, c'est insoutenable. Tous les jours sur les réseaux, on voit des familles tuées, des enfants mourir. C'est leur guerre à eux, aux milices, aux politiques, mais c'est nos morts à nous, aux gens comme vous et moi. Alors pas nous directement, ceux qui n'ont pas eu la chance de naître au bon endroit. Voilà, ne faisons pas comme si c'était rien que des êtres humains meurent par centaines. Il y a des cagnottes, il y a des groupes. Voilà, je ne sais pas si j'ai une quelconque légitimité, mais je voulais en parler. J'aurais pu le faire sur Twitter, c'est vrai, j'ai une plus grande communauté, mais c'était important pour moi de le dire de vive voix. Là-bas, tout le monde tombe dans le piège de la division. Ça m'attriste parce que c'est ce qu'ils veulent, qu'on se tape dessus entre nous. Ouais, tu soutiens eux, donc t'es contre eux. Tu dis ça, mais tu parles pas de ça. Je pense aussi que beaucoup ne s'expriment pas parce qu'une fois que tu l'as fait, on va attendre ça de toi à chaque fois.
À chaque conflit, il va falloir que tu t'exprimes. Et puis on va te dire sinon, ah bah tu vois, toi t'as parlé de ça, mais t'as pas parlé de ça. Enfin bref, on se tape les uns voilà, sur les autres au lieu de s'unir contre toutes les cruautés, les civils de n'importe quel peuple qui sont considérés comme des dégâts collatéraux. Donc voilà, toutes mes pensées à ces peuples-là. Et je vais m'arrêter sur ça. Je vous dis à bientôt l'équipe.